l'être humain a toujours appris en écoutant d'autres, en imitant d'autres. Il y a une grosse part d'imitation que nous tirons sans doute des premiers hominidés. Hein. On voyait que faire telle chose conduisait à telle chose, etc. On a toujours appris en écoutant, on a toujours appris en interagissant avec d'autres. Donc voilà. Ce qui a changé, malgré tout, c'est la manière dont nous activons de manière prioritaire certaines structures. Et quand je dis structure, je pense aux scientifiques qui nous dit les structures neuronales, etc. Et je pense aussi à Piaget qui disait apprendre, c'est modifier ces structures. Hein. Il n'avait pas une vue biologique quelque part ou neurologique, mais il parlait des structures mentales qui sont modifiées par notre rencontre avec des environnements dans lesquels il y a des ressources et des humains. Oui, il y a des petits indicateurs qui font que notre façon d'apprendre est en train de changer, notre façon de mémoriser aussi. On nous dit, Michel Serres parle de l'externalisation des mémoires, et il nous rassure tout de suite en nous disant, on n'a pas le cerveau vide, on a le cerveau libre. Et ça me paraît extrêmement intéressant. De nouveau, c'est mon discours éternel, ces technologies sont un potentiel et pouvoir interactiver le potentiel, c'est une affaire des humains. Monsieur Lebrun, est-ce que vous pensez qu'un jour les ordinateurs vont remplacer les enseignants? Et je répondais immanquablement oui. Si vous pensez que ces machines-là peuvent vous remplacer, vous devez être remplacé. Les outils sont là, c'est très bien, ils deviennent de plus en plus performants, c'est fantastique, je les adore, j'aime jouer avec ça, j'ai bien dit jouer avec ça. Apprendre avec ça, c'est une autre affaire. Et comment va-t-on revoir le paysage de l'éducation pour mettre moins de place à ces savoirs que l'on continue à transmettre contre vents et marées, pour évacuer quelque part, et j'emploie un mot fort volontairement, cette transmission des savoirs qui peuvent être faite en dehors de l'espace-temps de l'amphi, en dehors de l'espace-temps du campus, pour rendre ce campus plus vide de savoir, mais ils sont un peu partout, et le rendre finalement plus libre, plus intéressant. Il y a des tas de raisons qui touchent à la massification, qui font que les autorités disent « Ah là là, on a 1200 étudiants en première licence et nos amphis ne font que 450 places. » Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait pour donner la preuve de combien on tient à ce traditionnel transmissif? C'est qu'on filme le prof dans un amphi et avec des TV, les étudiants regardent dans un autre. Oui, mais enfin, il faut arrêter quand même à un moment. On est dans l'irrationnel. Vous faites venir les étudiants sur un campus dans une université pour regarder la télévision. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans les campus? On va flipper les rôles. L'enseignant restera toujours, j'espère pour lui, un expert, un maître, un Sherpa, un coach, que sais-je. Il va trouver des situations intéressantes dans lesquelles les étudiants vont pouvoir apprendre. Former, c'est imaginer des situations dans lesquelles l'étudiant va pouvoir apprendre. Il va réunir des étudiants qui ont des idées et on se rend compte tout de suite que les rôles changent. Moi, quand je donne des cours basés sur des études, des thématiques, etc., je te dis, j'ai mon ordinateur et je note des trucs que les étudiants disent parce que je n'y avais jamais pensé. Je deviens donc apprenant et mes étudiants deviennent des enseignants. On bascule aussi la place des savoirs et des fameux savoir-faire. On bascule les notions d'espace-temps.
Avant, on venait dans l'amphi pour se faire enseigner, et pas pour apprendre, pour se faire enseigner. Et l'apprentissage se passait à la maison, en d'autres lieux, au café avec des copains, que sais-je. Eh bien là, on renverse. L'enseignement est passé dehors, puisqu'il est transmis, il est partout sur la toile, il est disponible en tout temps, etc. Et donc, il reste vraiment au campus de recréer cette agora, finalement, ce lieu d'échange et de construction. Et donc, une des premières idées, c'est la notion que j'appelle parfois de métacours, mais qui quitte finalement par sa propre définition l'idée de cours pour entrer dans celle de projet. Et à partir du moment où on est dans le projet, la manière dont la plateforme va être utilisée dans des entités, ça sort de l'enseignement pour aller vers l'entreprise où il y a des projets à gérer avec des collectifs et des choses comme ça. La deuxième, c'est l'idée d'espace d'activité. Autrement dit, on va quitter la notion du cours, cours 1, cours 2, cours 3, pour aller vers des espaces d'activité. Ça s'enchaîne. Un espace d'activité peut être un projet, peut être une étude de cas, peut être, ben voilà, nous sommes 4 ou 5 chercheurs répartis sur l'Europe, nous avons reçu un projet européen, nous avons des work packages, des tâches à effectuer, ben on va utiliser la plateforme pour le faire, etc., etc. Ben, l'apprentissage, et j'aime bien moi de prendre les mots au sens littéral, on nous dit ça va être apprendre toute la vie durant. Et quelqu'un comme Schleicher, qui est un directeur à l'OCDE, a sorti cette fameuse phrase qui a été traduite dans tous les sens, disant que les étudiants que nous formons maintenant, ils vont travailler avec des savoirs qui ne sont pas encore là, des outils qui ne sont pas encore là, ils vont faire des métiers qui n'existent pas encore, et pour résoudre des problèmes qui ne sont pas encore apparus.